Les accidents domestiques représentent la première cause d'hospitalisation, de décès accidentel et d'handicap chez les enfants de moins de 6 ans. Dès les premières semaines de sa vie, l'enfant est mobile et réactif. Progressivement, il franchit de nouvelles étapes de développement de ses capacités et s'expose à de nouveaux risques. À défaut d'une protection et d'une vigilance adaptée, l'environnement quotidien de l'enfant peut présenter des dangers importants. Pour protéger efficacement l'enfant des risques d'accident, il convient de bien comprendre son développement moteur, psychologique et physiologique. Comprendre pourquoi l'enfant est vulnérable face aux risques, avoir conscience des conséquences des accidents, c'est se donner les moyens d'anticiper et de prévenir la plupart des risques de la vie courante. Chat, 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 t'étendras-tu sur un tas de bois? Chat, 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 t'étendras-tu, t'étendras-tu pas? Pendant les premiers mois de sa vie, l'enfant est entièrement dépendant de ses proches pour ses postures, ses déplacements, sa nourriture et beaucoup de ses sensations corporelles. Tout lui vient de son entourage. Les risques d'accident aussi. Les attitudes des parents, leurs bras pourtant si sécurisants et protecteurs, peuvent être source de réels dangers. Connaissant la tonicité de ce petit bout de chou, je fais attention, je le tiens en permanence. Un enfant qui ne marche pas ne tient pas encore correctement son tronc. Il arrive au bébé de produire des contractions brutales qui vont le déséquilibrer et parfois entraîner sa chute des bras qui le tiennent. La tête d'un enfant est proportionnellement 2 fois plus grosse et lourde que celle d'un adulte. Elle représente le quart de son poids. Les mouvements désordonnés de l'enfant déséquilibrent facilement l'ensemble de son corps. Le poids de la tête et le manque de maturation osseuse et musculaire accroissent les risques de chute sur la tête. Dans 75% des cas de chute, les lésions sont des traumatismes crâniens. Les chutes constituent les 3/4 des accidents concernant les nourrissons. 1 fois sur 2, l'accident se produit au cours de jeux, de déplacements ou de soins prodigués par l'adulte. Les causes de traumatisme qu'il faut soigner chez les très jeunes enfants sont le plus souvent des chutes de table allongée. Les parents sont très attentifs, mais il arrive un moment où on a besoin de se retourner pour prendre une couche, on a besoin de se retourner pour prendre une lingette. Et à ce moment-là, il suffit de 2-3 secondes d'inattention pour que l'enfant, qui a acquis la possibilité de se retourner, fasse le mouvement et tombe sur le sol. Balthazar, arrête de jouer avec la lumière, s'il te plaît. Balthazar, rallume-le, Balthazar. Rallumer, c'est ça. En fait, elle se retourne pas du tout. Le problème, c'est qu'il va y avoir une première, et ce jour-là, il vaut mieux que ce soit dans son lit que sur la table à langer. Pour le moment, elle bouge pas énormément. Bien avant le redressement, l'enfant est déjà capable de bouger. Quand il est très jeune, les premières compétences sont assez réduites, mais elles peuvent déjà être assez surprenantes parce qu'on n'a pas vu que l'enfant avait commencé quelques rotations et puis d'un coup on va se retourner par exemple sur le côté. On ne peut pas savoir ce qui va guider l'enfant à ce moment-là dans le mouvement. Ça peut être simplement un intérêt visuel autour de lui qui va faire qu'il va vouloir aller vers ça et donc se trouver les stratégies motrices pour y arriver. S'il est source de détente et de plaisir, le bain recèle des dangers et des causes d'accidents graves chez les très jeunes enfants. Un enfant met 3 fois plus de temps qu'un adulte à réagir à l'eau bouillante. La peau des bébés est plus fragile que celle de l'adulte. Avec de l'eau à 60 degrés, il ne faut que 3 secondes pour causer à un enfant une brûlure du 3e degré. Il faut donc systématiquement vérifier la température du bain. La meilleure solution consiste à régler l'installation d'eau chaude à 50 degrés maximum ou à s'équiper de mitigeurs thermostatiques. Ce type de transat est très efficace, je trouve. Maintenant, elle commence à donner des coups de rein, donc elle glisse en fait. Comme je ne suis pas loin, ce n'est pas très grave, mais enfin, les premiers gestes de secours, je ne suis pas sûre de très bien les maîtriser.
La seule fois, on a eu une grosse frayeur. En 2 secondes, j'ai lâché l'anneau comme ça. Je me suis retournée exactement dans le même genre de situation pour parler à mon mari. Et en 2 secondes, Maxime a basculé en arrière. Il avait la tête sous l'eau. C'est allé super vite. Les accessoires qui participent au confort de l'enfant pendant le bain ne sont en aucun cas des dispositifs de sécurité. Ils n'exemptent pas l'adulte d'une présence vigilante. Un enfant de moins de 6 mois, on va dire, il n'a aucun contrôle moteur et n'a donc aucune possibilité de sortir la tête de l'eau. Et si le parent s'absente et le laisse dans le bain plus de 30 ou 40 secondes, à ce moment-là, un drame peut survenir. Bon, il y a plusieurs cas de figure, bien sûr. Soit l'enfant boit juste une tasse et dans ces cas-là, il tousse en sortant du bain, mais rapidement, en fait, les choses s'arrangent. Mais s'il a inhalé beaucoup plus de liquide que ça, à ce moment-là, il peut y avoir des problèmes d'oxygénation du sang. Et à ce moment-là, il peut survenir des séquelles cérébrales. Les fours à micro-ondes ont changé nos habitudes et de nombreux parents les utilisent pour chauffer les biberons et aliments pour bébés. Ces fours peuvent échauffer rapidement les liquides sans échauffer les contenants. Il existe donc un risque important de brûlure de la bouche, de la gorge et de l'ésophage. Vérifier la température du lait doit être un réflexe. Dis donc. Hein? Attention, ça c'est dangereux. Eh non, non, mon chéri, regarde. Ça, faut pas prendre. Non, Axel. Non. Non, mon chéri, je sais que c'est pas drôle, mais tu le prends pas. Hein? Je pars du principe qu'il faut qu'il comprenne les limites dans la maison. Alors, il les comprend pas tout de suite, mais petit à petit, ça sera plus facile. Hein? Dis donc. La gestion de l'interdit par les parents, en fait, c'est quelque chose de progressif et il n'y a pas une seule modalité d'interdit, il y a plusieurs modalités d'interdit. Au début, c'est la ritournelle de l'interdit. Pour le tout petit enfant, on va dire non, il ne faut pas faire ça, sinon tu vas te faire mal. Et on sait qu'à peu près, enfin, on sait qu'il ne comprend pas vraiment ce qu'on dit, mais il a compris que quelque part, on n'était pas d'accord. Voilà, c'est assez flou dans sa tête. Alors, est-ce qu'à 6 mois, à 1 an, je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions. C'est une espèce de ritournelle. Dès que l'on voit que l'enfant est en communication avec nous, on peut lui dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire s'il est susceptible de le faire. Et puis petit à petit, quand il a accès au langage, alors il faut lui expliquer pourquoi c'est interdit. Sans non plus être rentré dans la diplomatie en disant non, c'est interdit parce que tu sais, sinon il va s'arriver. On peut dire non, écoute, il ne faut pas faire ça, et puis voilà, voilà, de temps en temps. Donc l'interdit, c'est une des modalités de discussion entre les parents et les enfants. Une des modalités, naturellement, il n'y a pas que ça. Hein. Alors avec, bien entendu, l'effet secondaire qui est que très vite l'enfant va se prendre au jeu d'outrepasser l'interdit. Appel de la nouveauté, besoin de toucher, saisir, goûter. L'enfant a besoin de ces nouvelles expériences sensitives pour appréhender le monde qui l'entoure. Avant 1 an, l'enfant qui n'est pas retenu dans son transat ou dans son parc doit faire l'objet d'une surveillance permanente. L'adulte doit être physiquement en mesure de contrôler ses mouvements de retournement et son contact avec l'environnement. Non, mon chaton, ça c'est dangereux. Hein? L'électricité, pas toucher au fil. Tiens, je t'attache. Hop. De toute façon, on va manger. On arrête de se promener. Les causes précises et les mécanismes de la mort subite du nouveau-né sont encore mal connus. Malgré tout, 2 recommandations ont permis de faire reculer significativement les décès des très jeunes enfants. D'une part, la préconisation du couchage sur le dos ou le côté sur un matelas ferme, et d'autre part, l'abandon des draps et couettes au profit des turbulettes, ces sacs de couchage spécialement conçus pour les bébés. Il faut également proscrire les oreillers et peluches qui peuvent masquer le visage de l'enfant. Autour de 12 mois, s'amorce une véritable révolution chez l'enfant. Il contrôle son poids, s'assoit, rampe et passe rapidement de la station horizontale à la station verticale. Son regard porte plus loin. Il se déplace seul. Une nouvelle indépendance est conquise et plein de choses nouvelles vont susciter sa curiosité. À partir de ce moment, il va pouvoir découvrir la maison et le monde des objets. De nouveaux territoires d'expérience s'ouvrent à lui.
De nouvelles sources d'accidents et de blessures apparaissent. Tu manges le plastique avec, ça va pas. Oui, ça s'effrite de partout, ça. Je peux pas trop la perdre de vue. C'est vrai que Clara, elle a quand même tendance à courir, faire des choses qui sont très amusantes, mais pas toujours très prudentes. Donc en fait, je la suis un peu partout et puis on essaye de la laisser faire un maximum de choses, mais en étant vigilant. Mademoiselle. Eh, dis donc. Qu'est-ce que tu fais là? Bah oui, mais bon, regarde. C'est dangereux, Clara. Tu peux pas monter. Et c'est tout à fait normal pour l'enfant d'être attiré par des nouvelles choses. Il est attiré par la nouveauté, ça, on ne peut pas aller contre ça. C'est ça qui construit son intelligence. Donc, à partir de là, il va comprendre les notions qu'on va mettre autour de ça, et c'est l'adulte qui doit intervenir. Mais aller chercher l'objet nouveau, c'est pour lui une expérience nouvelle et une nouvelle construction. Donc, l'enfant apprend par ses expériences. Ça fait partie des apprentissages. Hey, mademoiselle. C'est une très bonne idée, ça. Non, pas attends. On va voir Suzanne d'abord. S'il convient d'accompagner l'enfant pas à pas dans ses nouvelles expérimentations, il est indispensable de le protéger physiquement des dangers les plus graves. De nombreuses solutions existent pour chaque type de situation. Les parcs, les barrières de protection et systèmes de contention sont désormais fiables. À condition de choisir du matériel conforme aux exigences de sécurité, de préférence NF petite enfance, et de l'utiliser correctement, on peut prévenir mécaniquement de nombreuses chutes chez les enfants qui découvrent le monde. Les chutes de chaises hautes sont classiquement fréquentes vers l'âge de 18 mois, quand l'enfant a acquis la marche, en fait. Les traumatismes peuvent être à la fois des traumatismes crâniens, quand l'enfant tombe sur la tête, mais là, ils acquièrent un réflexe qui est de mettre le bras, en fait, pour se protéger. Et à ce moment-là, ils peuvent se faire des fractures du poignet, de l'avant-bras ou du coude. Parmi les dangers que l'on peut aisément prévenir, la noyade en piscine est un des plus significatifs. Si désormais plusieurs systèmes de protection efficaces sont obligatoires, la vigilance des parents demeure indispensable. Aujourd'hui, tous les propriétaires de piscines enterrées ont l'obligation de les équiper de dispositifs de sécurité aux normes NF. Ils ont le choix entre une barrière de sécurité, un abri, une couverture ou une alarme. La vigilance des adultes demeure toutefois indispensable et ils doivent être en alerte permanente lorsqu'un enfant est à proximité d'un point d'eau, quel qu'il soit. Il peut se noyer dans très peu d'eau en très peu de temps. Pour l'enfant, la connaissance des objets passe obligatoirement par la mise à la bouche. Elle lui est indispensable pour identifier et trier les formes et les matières. À partir de 9 mois, il est important de se méfier des petits objets qui attirent l'œil de l'enfant. Sa main lui permet de saisir les objets avec la pince, pouce index. Donc à partir de là, il a un mode de saisie. Sinon avant, il faisait une prise un petit peu plus globale. Donc il n'arrivait pas à attraper ce petit objet, il le laissait tomber. Voilà. Le système nerveux de l'enfant est moins mature et donc le réflexe de déglutition est moins développé chez l'enfant. Et il arrive qu'il se produise une fausse route, c'est-à-dire que tout simplement l'objet, au lieu de passer dans l'œsophage, passe dans la trachée en fait et peut obstruer en fait les voies respiratoires. Quand il joue avec ses frères et sœurs, on leur demande de faire attention de ne pas sortir les petites pièces. Et sinon, lui, il n'a pas de petites pièces dans sa chambre, donc, et sinon, il est avec nous. Donc quand il y a des petites pièces et qu'il est avec nous, ben voilà, il se passe ça. Hein, il se passe, sinon, on essaie de faire attention évidemment qu'il n'ait pas de trucs qui ne portent pas à la bouche surtout. En cas d'ingestion accidentelle d'un petit objet, deux types d'accidents peuvent se produire. L'objet peut se coincer dans la trachée artère et provoquer une asphyxie immédiate. Si l'objet est très petit, il peut s'enclaver dans une des bronches et des complications ultérieures peuvent se produire. C'est le syndrome de pénétration.
Chaque fois qu'un enfant fait un accès brutal de toux, ou s'il devient bleu brutalement sans cause évidente, il faut évoquer un syndrome de pénétration, c'est-à-dire un objet avalé de travers. À ce moment-là, il faut immédiatement amener l'enfant aux urgences d'un hôpital. L'étouffement est la première cause de décès due aux accidents domestiques. Il faut apprendre à l'enfant à mâcher dès que possible pour réduire les risques de fausse route. À partir du moment où l'enfant se déplace, est capable de manipuler et de porter à la bouche, il faut redoubler de vigilance avec les produits toxiques. Médicaments, détergents, produits caustiques, cosmétiques, tout ce qui peut être assimilé à une boisson ou à un aliment doit être impérativement placé hors de portée des jeunes enfants. Les enfants qui commencent à marcher et qui découvrent leur environnement domestique n'ont pas conscience du danger, notamment des produits ménagers. Ils peuvent ingurgiter ces produits et à ce moment-là, il peut se produire des brûlures parfois très sévères du tube digestif. Les parents doivent amener l'enfant à l'hôpital et surtout ne pas le faire vomir, car lorsqu'ils le font vomir, en fait, le produit repasse une deuxième fois et rebrûle une deuxième fois le tube digestif. Avec ces produits toxiques, ces dispositifs de cuisson, ustensiles et appareils électroménagers, la cuisine est le théâtre de la majorité des accidents domestiques. Lorsqu'il commence à marcher, l'enfant est toujours dans les jambes de ses parents au moment le moins favorable. Four brûlant, casserole renversée ou agrippée par l'enfant, chaque année, plusieurs centaines d'enfants sont victimes de brûlures dans la cuisine. Le tiers d'entre eux conservera des séquelles définitives, esthétiques ou fonctionnelles. Si beaucoup de parents sont très vigilants dans la cuisine, les moments conviviaux de repas, du café ou du goûter sont à tort moins identifiés comme situations à risque. Pourtant, de nombreux accidents se produisent lorsque des boissons chaudes ou récipients contenant un liquide brûlant sont laissés à portée des enfants. À partir de 2 ans, l'enfant qui marche développe des compétences physiques qui vont se rapprocher de celles de l'adulte. Il court, saute, grimpe. Les nombreuses expériences qu'il a déjà réalisées lui donnent petit à petit conscience des dangers. L'acquisition progressive du langage va lui permettre de mentaliser les risques auxquels il s'expose. Il est avide de tout essayer, de tout réaliser. Mais il va longtemps subsister un fossé entre la complexité de ce qu'il entreprend et sa maturité psychomotrice. Pour les parents, il va s'agir d'aider l'enfant à mesurer les risques qu'il prend en fonction de son caractère, de ses compétences et de la nature du danger encouru. Moi, je vais faire des cascades. Il est casse-cou, il n'a pas forcément conscience du risque. Et en général, si on lui a expliqué, il refera pas l'erreur. Mais bon, faut quand même toujours faire... Enfin, jamais on va le laisser dans un endroit où il y a le moindre risque tout seul. Ce qui fait qu'un enfant se mette dans des situations à risque ou qu'il ne se mette pas dans des situations à risque, c'est extrêmement multifactoriel. Mais moi, je dégagerais quand même 2 grands éléments. Un premier élément qui est l'impulsivité, et qui là est quand même assez biologique, assez inné. Pas seulement, mais en première approximation. Et ça, quand on est impulsif, on ne réfléchit pas à ce qu'on fait, et quand on ne réfléchit pas à ce qu'on fait, on fait des bêtises. Les garçons sont sûrement plus impulsifs que les filles, mais je ne suis pas sûr que ça soit que inné aussi. On pousse le garçon à avoir des activités physiques qui renforcent l'impulsivité, et un peu le contraire chez la fille. Donc oui, incontestablement, cliniquement, les garçons sont plus impulsifs. Il y a bien une pathologie d'impulsivité, et on sait qu'il y a 10 garçons pour une fille. Donc épidémiologiquement, c'est très fort. Et puis après, il y a un environnement où c'est vrai que quand on est entouré de gens qui font attention, qui vous ont appris à faire attention, que ça a duré des années, la vie se passe mieux avec moins de pépins. Quid des situations environnementales qui génèrent des prises de risque chez l'enfant? Je crois qu'il faut résumer ça en disant que quand l'entourage ne va pas bien, alors l'enfant est susceptible de prendre des risques et de se mettre en danger. À partir de 2 ans, l'enfant veut mettre à profit ses nouvelles compétences et faire tout comme les parents. C'est la grande période de l'imitation, mais aussi de l'opposition. L'enfant cherche avant tout à satisfaire ses propres désirs. Les parents doivent redoubler de vigilance et de patience s'ils veulent éviter de graves accidents. Ça peut faire très mal, parce que quand c'est chaud, pour repasser, ça brûle. Tu comprends, c'est très chaud, ça fait mal.
Oui, ça peut faire très très mal. Non, il faut pas... Il faut mettre des mots. Il y a vraiment un besoin d'accompagnement de l'adulte. De toute façon, il faut mettre des mots parce que ces mots auront une signification à un moment ou à un autre par la mémorisation. Et c'est en montrant, là, justement, l'expérimentation qu'on pourra accélérer, si vous voulez, la connaissance de l'enfant plutôt qu'attendre qu'il aille lui-même vers cet objet, s'il est dans la pièce en tout cas, ne pas attendre. Doucement. Parce que là, la casserole, elle est chaude et ce qui est dedans, c'est chaud aussi. Expliquer, accompagner, fournir des jeux d'imitation permettent aux enfants d'expérimenter et de laisser libre cours à leur imagination. Ils peuvent ainsi apprivoiser les dangers et les risques. On essaie de parer un petit peu plus dangereux, d'autre part, puis on pense pas à tout en plus. Mais la plaque de cuisson, je crois que c'est vraiment... Ça et les fenêtres. Par ailleurs, les fenêtres, c'est vrai que c'est... Quand on les ouvre, il faut toujours penser à les refermer. Tania, on sort. Alors, est-ce qu'il fait beau? Ça caille, hein. Les baskets, elles sont... Ouais. C'est ça, je vais mettre ça. Avec les fenêtres, le danger provient souvent de la présence de meubles ou d'objets sur lesquels l'enfant peut prendre appui pour satisfaire sa curiosité. Il faut absolument veiller à ne jamais disposer de fauteuils, de canapés ou d'objets à proximité d'une fenêtre qui doit être équipée d'un garde-corps aux normes. La même vigilance s'impose sur les balcons. On ouvre très peu les fenêtres. Lorsqu'on aère une chambre le matin, soit Tania, soit moi sommes dans la pièce. Même s'ils savent que c'est dangereux, ils ont bien compris, on ne peut pas prendre le risque de laisser une fenêtre ouverte. On peut se faire piéger et avoir l'impression qu'un enfant a intégré complètement un interdit. On peut se faire piéger. Il faut être toujours vigilant parce qu'effectivement, un jour, alors que c'est un enfant qu'on connaît bien, qui normalement il écoute tout ce qu'on dit, un jour il n'a pas écouté et il a traversé la route sans faire attention, pour une raison d'ailleurs qui peut être très compliquée dans sa tête. Faut-il être en permanence vigilant? Oui, il faut être vigilant pour des choses très importantes en permanence. Donc traverser une route, c'est quelque chose d'important. Les piscines, c'est quelque chose de très important. Voilà, faut avoir 5 ou 6 éléments dans sa tête. Dès qu'on est en présence, il y a un petit drapeau rouge qui se lève. Attention, il faut faire très attention. Et puis le reste du temps, on ne peut pas de toute façon faire attention à tout en permanence. Si on essaie de faire attention, de toute façon, un jour ça va craquer et le problème passera. Donc il faut aussi savoir être un peu cool et accepter de prendre des risques, mais avoir des repères vraiment importants sur ce qu'il ne faut pas faire. Parmi les dangers fréquemment sous-estimés, l'animal domestique occupe une place particulière. Sa familiarité quotidienne a tendance à faire oublier ses instincts qui restent toujours dangereux. Tu manges pas, Loulou? Ah, purée. Ah. Loulou, elle a failli me mordre. Parce que j'ai mis ma main dans la gamelle. Il est gentil. Il griffe pas souvent. En fait, faut lui tirer sur la queue ou lui faire mal pour qu'il morde. Eh, Clara, il mange, faut les laisser manger. Non, Clara, tu laisses le chat. La morsure chez le jeune enfant est particulière par rapport à l'adulte parce que, bien sûr, il est plus petit et donc l'usage est à hauteur de la gueule de l'animal, en fait. Quand l'animal voudra le mordre, à ce moment-là, il risque de le mordre au visage et ceci peut laisser des séquelles esthétiques assez sévères. Là, tu ramasses ma cape. Il n'a pas dormi du jour au lendemain dans le lit haut, donc il a pu maîtriser avec moi à chaque fois, à côté, la montée des escaliers, etc. S'ils sont conçus pour garantir la sécurité des enfants pendant leur sommeil, les lits superposés deviennent vite des terrains de jeu dangereux. Les fabricants en déconseillent l'utilisation pour les enfants de moins de 6 ans. Simon qui va... Progressivement, on a conscience des situations à risque et on va éventuellement les rechercher. Alors pourquoi l'enfant prend-il des risques? En premier lieu, le risque c'est excitant. Le risque ça fait plaisir. Et ça, biologiquement, on a trouvé que le risque est lié à la dopamine et que la dopamine est une molécule qui est aussi liée au renforcement positif et au plaisir. Le deuxième aspect, pourquoi prend-on des risques? Parce qu'on est un héros quand on prend des risques. Quelque part, on est fier que l'enfant ait pris le risque et que ça ait marché.
Et puis des fois, on peut prendre des risques parce que l'adulte, il a peur. Et puis on est content que l'adulte, il ait peur pour ce qu'on fait. Là, ça veut dire que l'adulte, il nous aime. Pour un jeune enfant, mesurer les risques et s'en prémunir est un apprentissage difficile. Il faut, pendant les premières années de la vie, accumuler beaucoup d'expériences, comprendre nombre de conseils complexes et intégrer les interdits. Autour de 7 ans, un enfant a généralement acquis une maturité psychomotrice qui lui permet de se prémunir de beaucoup de dangers spécifiques à la petite enfance. La sécurité de l'enfant et son éducation au risque relèvent donc de précautions fondamentales et d'un environnement familial attentif au développement qui prodigue limites et règles cohérentes. Sans être obsessionnelle et omniprésente, la culture de la sécurité doit être une préoccupation quotidienne. Elle doit assurer un équilibre entre la nécessaire protection de l'enfant et sa quête d'autonomie.